Quand on parle des violences policières, on pense aux victimes, bien sûr, celles qui sont décédées, celles qui sont blessées et celles qui sont traumatisées. On pense à leurs familles, endeuillées, brisées, aux orphelins. On pense parfois aux témoins, traumatisés eux aussi, et à tous ceux qui vivent et grandissent dans la crainte d'être la prochaine victime. Pire, pour les victimes et leurs familles, les conséquences des violences policières ne s'arrêtent pas là. Dépression, échec scolaire, défiance envers les institutions, coûts financiers liés aux frais de justice ou de santé, bien d'autres conséquences, impossibles à mesurer, s'en suivent. Pour la société dans son ensemble aussi, ces violences coûtent très cher. Financièrement d'abord, mais également en termes de justice, de démocratie et de contrat social. Dans cet épisode, nous allons donc passer en revue les différentes conséquences des violences policières. Il n'y a pas de statistiques officielles puisque l'État américain ne collecte pas systématiquement les données sur les policiers ayant tué des civils et encore moins les ayant juste blessés. Mais grâce à des sites de recensement collaboratifs comme Mapping Police Violence ou grâce à la presse, nous savons que la police américaine tue environ 1000 personnes par an, dont un nombre disproportionné d'hommes noirs. On estime par ailleurs que chaque année, environ 80 à 90 000 personnes sont admises aux urgences à la suite d'une interaction avec des forces de l'ordre, soit plus de 950 000 admissions aux urgences entre 2008 et 2018 selon l'Observatoire de la santé CDC. En revanche, on ne sait rien de celles qui ne sont pas assez gravement blessées pour aller à l'hôpital, ou celles qui sont juste intimidées, insultées, humiliées, harcelées. Les familles sont aussi des victimes directes des violences policières. Les orphelins ne se comptent pas. Et comment mesurer le traumatisme pour celles et ceux qui sont témoins indirects, comme les 3 enfants de Jacob Blake, assis à l'arrière de la voiture lorsque la police lui a tiré dessus à 7 reprises, ou comme le fils de Corinne Gaines qui était dans les bras de sa mère lorsqu'elle a été tuée par la police de Baltimore, ou comme le neveu de 8 ans d'Atatiana Jefferson, tué dans son salon à travers la fenêtre, ou comme la fille et la femme de Philando Castile, toutes deux présentes dans la voiture. Le chagrin des parents qui perdent un enfant est abyssal. Certains s'investissent dans des fondations, des cercles d'entraide ou deviennent des activistes. Mais le plus souvent, ils sont livrés à eux-mêmes. Pour la communauté noire en particulier, qui est constamment témoin ou victime de discrimination, de violence, de harcèlement, et pire, qui sait que cela se produira en toute impunité le plus souvent, le message est clair. Ils sont à la merci de la police, exclus du droit commun à la justice et à la dignité. Assez peu de travaux ont exploré les effets psychologiques du racisme systémique, mais pour les Africains-Américains, le sentiment d'injustice et le trauma ne sont pas qu'individuels, ils sont collectifs. Ils se produisent par identification. En réponse au meurtre de Philando Castile, la comédienne Kelly McGrary a tweeté « C'est comme se réveiller dans un film d'horreur. Arrêtez de nous tuer ». La mort de Trayvon Martin a touché les millions d'Américains partageant cette expérience de la stigmatisation, et c'est ce que dit Obama quand il affirme que s'il avait tué un fils, il aurait ressemblé à Trayvon. C'est ce que hurle la mère de Michael Brown quand, en pleurs, de rage et de désespoir, elle demande aux journalistes s'ils savent ce que c'est d'élever un garçon noir jusqu'à son bac. Et c'est ce qu'écrit Michael Denzel Smith dans son autobiographie quand il explique se sentir coupable d'être encore en vie alors que, je cite, tout ce que Trayvon a commis pour supposément le conduire à sa mort, porter un hoodie, aller à l'épicerie la nuit, acheter des bonbons, avoir des tatouages, fumer de l'herbe, être envoyé de l'école, il l'a fait. Michael Denzel Smith a conscience qu'il aurait pu être Trayvon lui aussi. Au point qu'il ne s'était pas préparé à la vie au-delà de 25 ans, ayant cru à différents moments de sa vie qu'il n'irait pas si loin. J'aurais pu être Trayvon, écrit-il, ou n'importe lequel des noms de cette liste interminable d'adolescents noirs anonymes, tués par des policiers, des justiciers, d'autres noirs ou par eux-mêmes. Pour les jeunes noirs et latinos, la possibilité de l'interaction avec la police est une source d'angoisse et d'anxiété permanente. Leurs parents, d'ailleurs, le savent bien. En 2015, après la mort de Trayvon Martin, Karen Taylor, une habitante de Harlem, écrit à propos de ses 2 fils. Dès qu'ils ont eu 6 ou 7 ans, j'ai commencé à parler de la police à mes enfants. Je m'en veux parce qu'ils ont été obligés de passer par ce rite de passage et souvent je me suis demandé pourquoi j'ai pu penser que c'était une bonne idée de mettre au monde des enfants noirs. Pour eux comme pour moi. Tous les parents d'enfants noirs et latinos ont cette discussion avec leurs enfants à un moment. The talk. Il faut leur expliquer qu'ils sont plus vulnérables que les autres enfants du fait de la couleur de leur peau et que pour cette raison, il faut prendre plus de précautions. Parler le plus poliment possible, ne pas s'agiter, ne pas faire de gestes brusques, voire ne pas faire de gestes tout court, annoncer tout mouvement,
et leur expliquer leurs droits. Malheureusement, cela ne suffit pas toujours. Sandra Bland connaissait ses droits lors de son contrôle routier. Philando Castile savait qu'il fallait qu'il annonce qu'il avait une arme et un permis lorsqu'il a été tué dans sa voiture. Et Adam Toledo avait les mains en l'air lorsque la police de Chicago lui a tiré dessus. Il avait 13 ans. En plus des morts et des blessés, les violences policières ont des répercussions psychologiques très graves et très répandues. La répétition des contacts avec la police, même quand ils ne sont pas violents, au travers des contrôles d'identité par exemple, a un fort impact sur les jeunes garçons noirs. Pour Dolores Jones Brown, professeure à John Jay College, les jeunes fréquemment contrôlés par la police sont plus anxieux, plus déprimés, plus en colère et plus désorientés que les enfants vivant dans des quartiers où la présence policière est plus faible. Ces traumatismes ont eux-mêmes d'autres conséquences en chaîne puisque l'on sait que l'anxiété et la dépression sont des facteurs d'échec scolaire par exemple, ce qui contribue à aggraver les inégalités sociales. Ces traumatismes psychiques, produits par l'expérience de la discrimination et de l'oppression, sont d'autant plus violents qu'ils sont invisibles, on pourrait dire invisibilisés, et non légitimes dans l'ordre social dominant. La question de la reconnaissance et de la légitimation de l'expérience des Africains-Américains, notamment par la diffusion d'un lexique adapté, est une des avancées majeures de Black Lives Matter. Les violences policières se traduisent aussi par des conséquences matérielles et économiques directes et concrètes. Les soins éventuels, les funérailles, les frais de justice, tout cela coûte très cher aux familles. En plus, la mort d'un adulte signifie un revenu en moins pour le foyer. Si quelqu'un est seulement blessé, ça peut vouloir dire un handicap, des frais médicaux, une perte de revenus, voire une perte d'emploi. Le risque de pauvreté ou d'aggravation de la pauvreté est réel, et on sait que la précarité économique est un facteur favorisant les problèmes de santé, une espérance de vie plus courte et l'échec scolaire, tout comme l'absence éventuelle d'un parent. Bref, les effets s'enchaînent. Les violences policières ont aussi des conséquences très lourdes sur la santé mentale, à la fois des victimes, de leurs familles et de leurs entourages, mais aussi des policiers eux-mêmes. Commençons par les victimes. Les violences policières peuvent être un facteur de stress post-traumatique qui peuvent entraîner d'autres difficultés, au travail, dans la vie quotidienne. Les familles de victimes sont, la plupart du temps, invisibles. Mais certaines d'entre elles deviennent les porte-drapeaux d'une lutte collective. Et ce n'est pas si simple. Erica Garner, la fille d'Eric Garner, qui est depuis décédée, le disait. On peut croire que nous sommes forts, mais ça fait mal. Il leur faut en effet gérer le deuil et la souffrance personnelle, en même temps que la responsabilité publique et le sentiment du devoir à accomplir. Philonise Floyd, le frère de George Floyd, ressent cette pression. Au moment de devoir réconforter une autre mère endeuillée, il explique « Tout le monde attend que je sache quoi dire, mais ce n'est pas mon domaine, je suis en train d'apprendre. » Quand il y a un procès, cette étape nécessaire à la justice est une autre épreuve pour les familles. Philonise Floyd raconte que la deuxième semaine du procès de Derek Chauvin l'a presque brisé. Il a fallu regarder les vidéos de l'agonie de son frère, sous tous les angles, écouter les témoins fondre en larmes et découvrir les photos de l'autopsie de son grand frère, de l'intérieur de son corps, de son cœur, littéralement. La problématique du trauma lui tient particulièrement à cœur. Avec l'argent que la famille a reçu en dommages et intérêts, il va ouvrir une fondation qui travaillera sur la santé mentale pour améliorer la communauté, dit-il. Parce que les violences policières ne traumatisent pas que les familles. Il y a encore peu d'études scientifiques sur ce sujet, mais de plus en plus de travaux montrent que les incidents les plus médiatisés ont un impact sur toute la communauté. Pour les Noirs américains, assister à la maltraitance par la police d'une autre personne noire est particulièrement traumatisant du fait de l'histoire de l'esclavage et du traumatisme collectif hérité. Siri Alang, sociologue de la santé, explique « C'est le stress de perdre quelqu'un qui vous ressemble et ce que ça signifie pour votre communauté, et le stress de savoir que cette mort est inscrite dans la couleur de votre peau et votre statut de citoyen de seconde classe. Et c'est l'anticipation constante que ça pourrait vous arriver ou arriver à quelqu'un que vous connaissez. C'est une charge mentale invisible à la plupart des Blancs. Examinons maintenant les policiers. Ils sont eux aussi concernés par les problèmes de santé mentale, mais on dispose d'encore moins de données. De plus, au sein de cette institution, victime d'une culture très masculiniste, la santé mentale, le trauma et le soin psychologique sont de grands tabous. Pourtant, on estime que les policiers vivent en moyenne 3 événements traumatisants pendant leur service tous les 6 mois. Accidents mortels, meurtres, suicides, situations dangereuses ou choquantes, mais ils ne sont presque jamais pris en charge. Ce serait important car, au-delà du bien-être des policiers, les travaux existants sur le stress post-traumatique des vétérans montrent que les syndromes de stress post-traumatique rendent plus difficile la prise de décision sur le terrain et donc l'accomplissement de leur mission. De plus, la santé mentale est un problème à double tranchant. D'une part, les policiers auteurs de violences souffrent plus que les autres de stress post-traumatique, mais d'autre part, les policiers déjà porteurs de problèmes psychologiques sont plus susceptibles de commettre des violences. C'est donc un cercle vicieux.
Et lutter contre les violences policières n'est donc pas forcément être anti-police, car elles sont aussi nuisibles pour les policiers et leurs institutions. On le voit, il est déjà difficile d'énumérer et de mesurer les conséquences des violences policières pour les victimes et leurs familles. Mais elles sont en fait bien plus vastes et sont un véritable problème pour l'ensemble de la société. Pour la société, le premier problème des brutalités policières, c'est bien sûr qu'elles discréditent l'institution et sapent le travail et la légitimité de la police. En préambule, il faut rappeler que, peu importe si les victimes étaient dans une situation d'illégalité, dans tous les cas, la Constitution les protège et le droit commun s'applique, même aux criminels. Or, la Constitution américaine garantit le droit à un procès juste et le travail des policiers n'est pas de se substituer à la justice. Pour être efficace, la police a besoin d'établir des relations de confiance avec les citoyens qu'elle est censée protéger. Or, la fréquence des coups, des insultes, des incivilités, des humiliations, des violences sexuelles et psychologiques, des meurtres et des mensonges rompent cette confiance. Sans compter que la police est supposée faire respecter la loi et montrer l'exemple. En conséquence, dans les quartiers où la police est le plus mal perçue, les habitants peuvent être plus réticents à l'appeler en cas de danger et moins coopératifs. Ayant moins confiance dans la justice en général, et pour des raisons économiques aussi, ces habitants sont plus réfractaires à témoigner ou à servir comme jurés par exemple. Leur ressentiment peut s'étendre aux autres institutions et uniformes, les pompiers, les urgentistes, les travailleurs sociaux, avec des conséquences dramatiques. De plus, nombreux sont les Noirs, natifs américains et latinos qui pensent que la loi ne les protège pas. Ainsi, l'autodéfense semble de plus en plus nécessaire, surtout dans un contexte de résurgence du suprémacisme blanc. De plus en plus de Noirs sont favorables au port d'armes, ce qui est malheureusement un cercle vicieux puisque, comme nous l'avions vu dans un épisode précédent, les armes à feu sont un prétexte d'usage de la force pour la police. Selon un sondage du Pew Research Center, presque tous les policiers, 9 sur 10, déclarent eux-mêmes que leur travail est plus difficile à la suite de ces incidents très médiatisés et qu'ils sont plus inquiets pour leur sécurité. Les 3/4 trouvent que les relations avec la population noire sont plus tendues. À ce sujet, on observe une différence entre les policiers blancs et noirs, qui constituent environ 12% des forces. Presque 3/4 des policiers blancs persistent à penser que ce sont des incidents isolés, contre moins de la moitié des noirs, 43% seulement. Ce que James Baldwin écrivait en 1966 est donc toujours vrai. Se sachant détestés, ils ont presque toujours peur. On ne peut imaginer une recette de la cruauté plus infaillible. C'est ce qui rend si obscènes ces pieux appels au respect de la loi, répétés à l'envi par les notables chaque fois qu'un ghetto s'enflamme. Les policiers qui voudraient dénoncer leurs collègues s'exposent à des représailles et à des intimidations très sérieuses. Les citoyens qui tentent de dénoncer les agissements abusifs de certains agents de police peuvent voir les choses se retourner contre eux et se retrouver accusés d'autres crimes, qu'ils les aient commis ou non. Ramsey Horta a ainsi été condamné pour possession de drogue après avoir filmé le meurtre d'Eric Garner en 2014. Mais les violences policières coûtent aussi littéralement très cher et ce sont les contribuables qui paient dans 99,98% des cas. Bien que les violences policières soient de plus en plus médiatisées, il reste rare que les policiers soient inculpés par la voie pénale et encore plus rare qu'ils soient condamnés. Dans ces cas-là, ce sont souvent leurs syndicats et leurs assurances qui paient leur défense et, le cas échéant, leur condamnation. Et même quand exceptionnellement une plainte aboutit, de nombreuses lois transfèrent le paiement des dommages et intérêts au gouvernement et exemptent les policiers. Pour les victimes et leurs familles, un des recours a souvent été de porter plainte contre les villes qui emploient ces policiers. Cette voie civile donne lieu au paiement de dommages et intérêts colossaux, même si, là encore, peu de familles obtiennent réparation. Une enquête du média Fight38 a ainsi examiné les archives publiques de 31 des 50 villes américaines avec le plus grand nombre de policiers par habitant. Ils ont montré que ces villes avaient dépensé 3 milliards de dollars en 10 ans en compensation de brutalité policière. Il faut souligner que sur cette somme, 2,5 milliards avaient été payés par seulement 3 villes, New York, Los Angeles et Chicago, qui sont les 3 plus grandes villes du pays et ont déboursé 115 milliards de dollars de budget pour leur département de police rien qu'en 2020. Des villes comme Milwaukee, Détroit ou San Francisco ont aussi dépensé des dizaines de millions de dollars, mais en général, les petits départements de police dépensent moins. La famille de Michael Brown a ainsi reçu 1,5 million de dollars de la ville de Ferguson et celle de Laquan McDonald 5 millions de dollars de la ville de Chicago. La ville de Cleveland avait versé 6 millions de dollars pour indemniser la famille de Tamir Rice et en mars 2021, la famille de George Floyd a reçu une somme record de 27 millions de dollars de la ville de Minneapolis. Ce sont les caisses municipales qui paient ces indemnités très élevées, pas les policiers eux-mêmes, qui ne s'exposent donc à aucune répercussion.
On voit même que très souvent, leurs salaires et pensions sont maintenus lorsqu'ils sont suspendus. Mais ça ne s'arrête pas là. Une étude a montré qu'entre 2012 et 2018, la ville d'Austin au Texas avait déboursé 8 millions de dollars pour dédommager des victimes ou leurs familles. Mais pour chaque dollar dépensé en dommages et intérêts, la ville a déboursé 3 dollars supplémentaires en frais indirects. Les 99 plaintes analysées avaient, entre autres, résulté en 3 775 jours de suspension cumulée pour les officiers de police, ce qui avait coûté presque 900 000 dollars à la ville. Et puis les procédures et les procès coûtent cher. Les départements de police, les villes et les États doivent enquêter, sanctionner, former et licencier les policiers le cas échéant. Et ces coûts ne sont pas correctement estimés. Ils doivent les défendre et payer des avocats, mais doivent aussi déployer des dispositifs de sécurité autour des tribunaux pendant les procès. Conformément à un accord qui protège tous les employés des départements de police de l'État, c'est l'association de la police du Minnesota qui paye la défense de Derek Chauvin. Le montant exact de la facture n'a pas été révélé publiquement, mais des cas précédents, qui étaient beaucoup moins médiatisés, ont coûté jusqu'à un demi-million de dollars, ce qui laisse penser que celui-ci pourrait monter bien au-delà. En outre, pour maintenir la sécurité publique pendant son procès, le Parlement du Minnesota a aussi voté un budget de 20 millions de dollars, dont 1 million de dollars de barricades. En 2020, le Minnesota avait déjà déboursé 24 millions de dollars de plus que d'habitude en réponse aux manifestations historiques. Pour comparaison, en 2016, la ville de Baltimore avait dépensé plus de 7 millions de dollars pendant le procès qui a conduit à l'acquittement des policiers qui ont tué Freddie Gray. Les conséquences des violences policières dépassent donc largement le millier de familles endeuillées chaque année. Les séquelles psychologiques pour les victimes, les familles, les entourages, pour les témoins et même pour les spectateurs, mais aussi pour les policiers, sont une véritable question de santé publique. Elles sont un préjudice pour l'ensemble de la société, tant la confiance envers les institutions est ébranlée et tant elles coûtent cher aux contribuables, littéralement. D'autres coûts économiques et sociaux indirects sont difficilement mesurables, mais il est certain que les violences policières ont aussi un impact sur l'économie par la perte de productivité ou de commerce, par les effets sur la santé publique et l'éducation, le creusement des inégalités, etc. En réponse à toutes ces problématiques, les activistes développent des tactiques très variées. Rendez-vous dans les prochains épisodes de Stop Killing Us pour un tour d'horizon des solutions et des réformes proposées pour lutter contre les violences policières.